Versailles ou synthèse actualité internationale et puis déconstruction. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles. Nous nous retrouvons chaque semaine pour commenter l'actualité nationale, internationale et pour faire un travail de déconstruction. Alors aujourd'hui, ce qui concerne l'actualité, ce sera un point qui concerne tant notre pays que l'international, puisque nous allons parler de la question de la pollution par le plastique et d'une rencontre internationale qui s'est tenue à cet égard. Et pour la déconstruction, nous allons répondre à une question qui nous assaille tous. Est-il vrai que la puissance du système rend invincible, le rend invincible, ne nous permet pas de penser que nous pouvons le renverser? Donc voilà pour le menu. On va commencer par la question de la pollution au plastique. Eh bien, du 5 au 14 août, il y a eu une réunion internationale qui s'est tenue à Genève, en Suisse. 184 pays étaient rassemblés pour essayer d'adopter un traité international contre la pollution plastique. Il faut dire que ces rencontres internationales ont commencé depuis en 1922, avec l'objectif de porter une réponse à cette pollution qui, tout le monde le reconnaît, est mortelle pour l'ensemble de l'humanité et qui détruit l'environnement. Il y a déjà eu 5 sessions de négociations pour préparer ce dossier-là. La première en Uruguay en 2022, 2 autres en 2023, d'abord en France, ensuite au Kenya. En avril 2024, il y a eu encore une rencontre au Canada et récemment, donc il y a eu, fin 24, il y a eu une réunion en République de Corée du Sud, mais qui n'a pas tenu et qui a décidé que pour préparer le traité, il fallait encore travailler et on a renvoyé la dernière négociation qui s'est tenue à Genève, donc au mois d'août, avec l'intention d'adopter effectivement ce traité qui permettait de lutter contre la pollution en plastique. Alors, quand on parle de ça, on voit quelques témoignages, on voit des plastiques dans la mer, on fait des commentaires scientifiques et tout, mais on va rappeler les chiffres, bien sûr, mais au-delà des chiffres, des statistiques, il faut comprendre l'importance, les conséquences qu'on attendait de cette réunion-là. En 2024, l'année qui vient de se terminer, l'humanité a consommé 500 millions de tonnes de plastique. Et sur ce total-là, 399 millions de tonnes, c'était des déchets qui ont été rejetés dans la nature. Donc, vous dire que c'est pas très peu. Mais l'ampleur de ce phénomène-là est telle que les océans, les sols, les corps humains sont touchés. Les pailles, les gobelets, les sacs plastiques, tout cela se décompose en microbilles et s'épand dans l'environnement. Et ce sont essentiellement des produits à usage unique qui génèrent ces microbilles-là que nous trouvons dans les décharges, dans les océans. Mais en plus, il faut comprendre qu'il y a un coût en matière de dégâts causés par la pollution, donc on est obligé de réparer, et qu'on a évalué à 281 000 milliards de dollars pour la période allant de 2016 à 2040. Alors, évidemment, 2025, mais on a fait des projections par rapport aux chiffres qu'on avait déjà jusqu'à 2025 et au taux d'usage, d'utilisation du plastique. Donc, on sait que pour la période 2016-2040,
les États, en général, devront dépenser, vous avez bien entendu le chiffre, 281 000 milliards de dollars pour lutter contre la pollution plastique. Mais au-delà de la pollution, des fuites de plastique et tout ça, l'effet sur la santé mérite d'être rappelé. Il y a une vingtaine d'experts de la santé qui ont collecté les données existant sur les impacts de la pollution plastique sur la santé et qui ont donc publié un article dans une revue scientifique où ils montrent que l'essentiel des victimes, ce sont des nourrissons et des jeunes enfants qui sont particulièrement vulnérables et qui sont en contact avec les micro-billes de plastique qu'on ne voit pas à travers le style d'alimentation qu'ils ont, le style de vie qu'ils ont plus généralement. Et donc, les dépenses de santé, on l'a dit globalement pour l'humanité, les dépenses liées à la pollution, mais pour la santé, on pense qu'il y a 1500 milliards de dollars qui sont dépensés pour réparer des dégâts de la santé liés à la pollution au plastique. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose d'anodin et que nous sommes tous et toutes concernés. Nous voyons notre environnement de plastique, nous voyons nos contacts avec les gobelets en plastique, bref, nous sommes tous concernés. Mais ce n'est pas seulement dans les objets qu'on voit, c'est dans les aliments, on va détailler tout ça tout à l'heure, mais c'est dans notre environnement quotidien. Alors, imaginez que depuis 2022, il y a des traités qui sont discutés, il y a des documents qui sont déjà signés, et on devait, avec la réunion de Genève, prendre des dispositions pour mettre un frein à la pollution. Il se trouve que les négociations ont échoué et que non seulement on n'a pas signé de traité majeur, mais on est revenu sur des dispositions qui avaient déjà été prises dans les premiers documents qu'on avait discutés jusqu'en 2024. Et pourquoi? Parce que les représentants des pays pétroliers, vous savez que le plastique est produit à partir de produits pétroliers. Et puis les lobbyistes de l'industrie pétrochimique, c'est-à-dire ceux qui prennent le pétrole, qui transforment en plastique, qui vendent, etc., eh bien, ils s'étaient mobilisés en masse, ils ont participé à la conférence à tous les niveaux, payant des repas à des décideurs, faisant des obstructions, faisant traîner les choses. Et leur travail a réussi parce qu'on est revenu sur des dispositions. Certains experts disent qu'on a fait un recul sur tout ce qui a été décidé depuis 3 ans. Évidemment, il y a des pays qui ont protesté, les principales victimes. Il y a des organisations d'écologistes civils, de la société civile qui ont dénoncé cela, parce que dans les documents qui ont été adoptés à la fin de la réunion de Genève, on fait disparaître toutes les contraintes qui existaient déjà. Par exemple, partout où on avait mis que les États doivent faire ceci, doivent empêcher que, etc., on a enlevé le mot doivent et on a remplacé par peuvent. Les États peuvent, s'ils le veulent. Partout où il y avait des dispositions qui avaient été arrêtées pour l'ensemble des pays au niveau international, on devrait faire ceci, cela, eh bien, on a enlevé cela et les dispositions ne peuvent être prises qu'au niveau national. Si un pays veut, il prend. Mais nous savons que si un pays qui produit du plastique ne change pas, il n'est pas obligé de changer sa législation, eh bien, le plastique ira et que c'est l'ensemble de l'humanité qui continuera à être, l'ensemble de l'environnement et de l'humanité qui continueront à être pollués. Donc, on est retourné en arrière sur le fait que des législations internationales pouvaient être imposées. De toute façon, tout ce qui est contrainte, tout ce qui est obligation a été supprimé. C'est pour ça qu'on parle de négociations échouées. Par exemple, il y avait déjà des dispositions qui s'appliquaient pour l'ensemble des pays
comme l'usage de la vaisselle en plastique, hein, vous savez, les petits plats dans lesquels on sert, un petit gobelet, et il y avait déjà des dispositions. Non, bon, on a fini avec ça. Il y avait également des dispositions qui interdisaient l'usage du plastique dans des produits cosmétiques. Alors, c'est là qu'on dit que ce n'est pas seulement les objets. Des crèmes qu'on passe sur le visage, sur la peau, enfin, contiennent ces microbilles plastiques-là, qui sont utilisés dans leur fabrication, donc provoquent des maladies. Les crèmes. Dans les filtres de cigarettes, il y a des éléments qui permettent le passage de microbilles de plastique dans l'organisme quand on inspire. Enfin, pratiquement tout notre environnement, tous les objets qui sont autour de nous dans le quotidien, nous agressent du point de vue de la santé, mais ne seront plus interdits, il n'y aura plus de contraintes pour que les industries ne les utilisent pas. Alors, voilà la réalité. Et puis, c'est à nous de réfléchir à présent. Comment des pays industrialisés qui décident de l'avenir de l'humanité se réunissent et enlèvent des dispositions qui protégeaient notre santé. Pourquoi? On l'a dit, il y a l'action des lobbies. Mais comment imaginer que tout le monde sait que cela est nocif et qu'on ne prenne pas de dispositions? Il faut mettre ça en parallèle avec les échecs des réunions sur le climat, des réunions internationales qui luttent contre le changement climatique. C'est exactement la même chose. Il n'y a plus de contraintes. Il faut mettre ça avec l'usage des pesticides. Rappelez-vous la loi du plomb qui essayait de remettre un produit qui tue les abeilles, qui dérègle, etc. Donc, nous sommes dans un système où les dirigeants principaux des pays impérialistes interdisent qu'on prenne des dispositions pour protéger la santé et l'environnement. C'est ça, il faut associer ça avec le système. On peut ajouter également la question de l'obsolescence programmée. Vous savez que tout ce qu'on achète, c'est pour un temps, 2 mois, 3 mois et de plus en plus. Vous avez un ordinateur, avant vous pouviez l'avoir 10 ans, mais maintenant c'est 1 an. Parce qu'il y a des pièces qui sont construites volontairement pour pouvoir mourir au bout d'1 an, pour vous obliger à acheter un autre ordinateur. Donc, et c'est dans tout, les voitures, on met des petites pièces en plastique qui se cassent, et il faut changer tout le système. C'est un crime contre l'humanité. Ça veut dire que les gens font exprès des matériaux à durée limitée pour que vous soyez obligés d'acheter, pour engranger des profits, en sachant les conséquences sur le... Je vérifie que mon micro soit bien ouvert, oui. Et donc, qui ont des conséquences sur la pollution, sur notre santé, massivement, au niveau planétaire, climat, enfin bref, destruction même. Et les conséquences du dérèglement climatique, enfin, vous les voyez tous les jours, inondations, le feu dans toute l'Europe, etc. Des gens le font en toute conscience. Ils sont protégés. Et vous n'avez aucun moyen d'imposer qu'ils changent de logiciel. Dans le même temps, ces personnes-là qui font ça veulent nous criminaliser. C'est à cause de nous. Parce qu'on ne fait pas le tri sélectif. Nous sommes de mauvais citoyens. Hein, nous sommes des scélérats. Si on vous voit jeter à côté, on vous donne une amende de 135 €, etc. Et donc, nous sommes criminalisés de façon à ce que l'État prenne des amendes sur nous, nous inflige des comportements dictatoriaux, nous commandent alors que c'est eux qui tuent l'humanité. Évidemment, les mauvais gestes citoyens contribuent à la pollution. Mais c'est loin d'être la cause principale. La cause principale, c'est ce dont nous avons parlé, les productions avec l'action des lobbies qui maintiennent cette production insensée.
Et puis, nous encore qui sommes victimes. Rappelez-vous, j'ai déjà cité cet exemple. On a dit, ouais, le plastique nous tue. Donc, pour que le plastique ne nous tue pas, on interdit de mettre des sachets en plastique dans les supermarchés. Donc, vous allez acheter des cabas, etc. Et puis, vous pouvez acheter des sachets. C'est-à-dire que le sachet que vous aviez gratuitement quand vous faisiez vos commissions, on ne vous le donne plus. Et puis vous achetez, vous payez le bonhomme qui ne conditionne pas en papier pour avoir le moyen de partir avec vos commissions. C'est du racket, c'est du vol, c'est tout ce qu'on veut. Parce que, pour rester sur cet exemple de supermarché, de grande surface, quand vous rentrez, le petit sachet là, qu'on vous oblige à acheter, oubliez-le et puis regardez les dimensions des boîtes, les plastiques qui englobent pour mettre 2 points de pique, un package, comment c'est le nom m'échappe? Packaging, hein, avec du plastique, du carton, etc. Des bonbons, chaque bonbon avec, quand vous achetez une boîte de chocolat, chacun est enveloppé de... Ben, enfin, 80% de ce qui est dans les rayons, c'est de l'emballage inutile. Et puis, les objets que vous achetez en plastique, etc., c'est ça le problème. Si les industriels, les États voulaient régler ce problème-là, ils auraient interdit certaines formes de packaging, ils auraient interdit la fabrication de certains produits en plastique. Il y en a, bon, ça peut être un progrès, on peut accepter, mais ils auraient mis un programme, c'est ce que les organisations dénonçaient, pour dire, bon, on va réduire la production de tant de milliers de tonnes chaque année pour arriver à remplacer petit à petit ce qui doit être remplacé. Non, ils se moquent totalement de la santé de l'environnement, c'est l'argent. Il faut qu'ils fassent l'argent, et puis ils nous donnent mauvaise conscience. Alors, on va dire que oui, nous devons changer nos comportements à la base. Par exemple, de plus en plus en Martinique se développent des comportements responsables de gens, il y a un petit couillot, il y a un verre, il y a un balio, etc. Tiens, permettez-moi une petite parenthèse. Vous vous souvenez, quand nous étions enfants, là, les plus grands, chacun avait un petit pot à anse en aluminium, en métal, et qui servait pour le café, pour l'eau, et qu'on lavait après. C'était une économie, c'était pratique, c'était etc. Qu'est-ce qui nous empêche de refaire ça? Quitter ces boucles-là et puis assiettes en plastique, et puis tiens pas le jetable, etc. Prenons l'habitude dans nos familles de faire des cadeaux de petits pots avec le nom de la personne gravée en opacité. Donc oui, il faut le changement individuel, ça compte. Mais c'est que chailler de l'eau en panier, ça veut dire que ça ne va rien changer si le système ne change pas pour que la politique globale soit contraignante vis-à-vis des producteurs de plastique, du lobby pharmaceutique, de transformation chimique et des pétroliers. Donc, oui pour notre transformation, mais surtout lutter contre le système. Il ne va jamais régler ces problèmes-là, comme l'histoire de Genève nous a montré. Alors, prenons conscience que c'est deux systèmes. Un système qui tue l'humanité et la planète pour faire du profit, et puis en face, un système qui péniblement lutte pour avoir des comportements responsables, pour respecter la nature, la végétation, pour appliquer la pensée écologique qui fait que de tout ce que nous faisons, nous prenons des décisions locales, mais il faut tenir compte du général. Donc, je ne serai pas plus loin sur cette question du plastique qui illustre bien la conception que nous avons du développement, la conception que nous avons de la construction du futur, de l'avenir de nos enfants. Quel avenir laissons-nous pour nos enfants? Quelle alimentation donnons-nous? Quel type de jouets donnons-nous à nos enfants
pour qu'ils puissent vivre en bonne santé, mentalement et physiquement. Donc voilà pour ce premier point que je voulais faire concernant l'actualité. Mais qui nous amène directement à la question de la déconstruction. Parce que quand nous avons dit ça, la question se pose, mais comment on va faire? Galité, on va nous amener. Mais les puissants sont toujours là. Ils sont toujours là. Mais c'est parce que justement, nous sommes conditionnés idéologiquement pour accepter leur invincibilité. Nous n'apprenons pas à voir que l'humanité progresse. Il y a des choses qui changent. Quand nous comparons les conditions de vie de nos anciens et les nôtres aujourd'hui, nous avons de nouveaux problèmes. Mais des problèmes que les anciens avaient ont été résolus dans tous les domaines. Les systèmes évoluent. Prenons la lutte des femmes. Prenons la lutte des femmes. Permettez-moi de prendre, vous savez que je vais prendre des exemples concrets. Ma maman n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque ou de travailler sans l'autorisation de son mari. Donc ça veut dire que c'est sur une génération que ça se passe. Aujourd'hui, vous allez empêcher une femme d'aller travailler. Vous allez empêcher une dame de disposer de ses revenus. Il y a des sexistes, des machistes, puis il y a la pesanteur de la société, mais l'idée a changé, les législations ont changé, les femmes ont obtenu des victoires qu'on ne pouvait pas imaginer il y a quelques dizaines d'années. Mais cela, c'est dans tous les domaines. Les choses évoluent. Alors, mais vous allez, comme certains dire, mais quand même, les puissants sont toujours les puissants. Mais attendez, regardons l'histoire. L'histoire des empires, l'histoire des guerres, l'histoire des féodalités. Mais enfin, quand on voit ça, les empires les plus criminels, les plus puissants ont été détruits. L'Empire romain, vous connaissez l'Empire romain qui dominait, qui exécutait les barbares. Qu'est devenu l'Empire romain? Que reste-t-il de l'Empire romain? Que reste-t-il de la ville de Rome? Pourtant, vous pensez bien que les chrétiens qui étaient massacrés dans les arènes et que tous ceux dans l'Empire romain, les esclaves, existaient, tout ça, ben, ils n'auraient jamais pu imaginer que l'Empire romain disparaisse comme ça. L'Empire de Napoléon qui massacrait dans le monde, qui aurait pu penser que Napoléon aurait fini sur l'île d'Elbe? Qui aurait pu penser ça? Non. La bourgeoisie qui était derrière Napoléon est restée là. Mais l'empire qu'il avait constitué pour dominer l'Europe, ça a disparu. D'ailleurs, entre parenthèses, grâce au raclé qu'il a pris à Waterloo, etc. Bon. L'empire japonais, qui s'était entendu en Asie, massacrant, violent, prenant les femmes coréennes comme esclaves sexuels. Que reste-t-il de l'empire japonais? Que reste-t-il de cet empire qui dominait de façon sans partage l'Asie, en tout cas l'Asie du Sud-Est, etc. Que reste-t-il de ça? Le Japon est en crise aujourd'hui. Le Japon n'est plus l'empire qu'il pouvait être, même quand il est devenu empire économique après la Deuxième Guerre mondiale et puis ses usines, bon, c'est fini. Est-ce que vous pensez que les habitants de Mandchourie, de Chine, etc., à l'époque, les paysans imaginaient que le Japon ne serait plus ce qu'il était à l'époque? Non. C'est comme nous. Le nazisme, Hitler, Gestapo, massacre, camp de concentration, 2 millions de
les Français, en grande partie, ont collaboré au début parce qu'ils ne pensaient jamais que Hitler serait vaincu un jour. Alors, vous imaginez que tous ces gens-là qui dominaient, qui étaient des criminels, etc., qui disposaient d'armées, de puissances, de services secrets et tout, eux-mêmes ils envisageaient d'être pendus, massacrés. Que sont-ils devenus? Que sont devenus les dirigeants hitlériens? Je vous invite à aller voir, ce n'est pas par méchanceté, mais pour visualiser comment ils ont été pendus, massacrés, ceux qui prônaient la dictature sur le monde, comment ils ont été, comment les collaborateurs en France, parfois avec des excès, ont été punis. Personne n'imaginait ça. Il en est de même aujourd'hui. Là, en ce qui nous concerne, en Martinique, vous imaginez le passé d'esclavagisation que nous avons vécu, la colonisation. Vous imaginez, pour ceux qui sont de notre génération, comment était vécue la puissance de la caste béquée en Martinique? Vous imaginez ça? Ils sont toujours maîtres de l'économie. Mais aujourd'hui, qui a peur de la caste béquée aujourd'hui? La caste béquée va-t-elle pouvoir continuer à dominer ce pays-là? On sent déjà que ça bouge. Même si on ne sent pas que la domination française est menacée, on le sent un peu moins. Mais les conditions pour notre pays sont réunies pour que la domination française prenne fin. La France est en train de couler économiquement, diplomatiquement, elle n'a plus aucun rôle international. On la chasse des colonies africaines. Elle n'a plus de base pour sa domination internationale. Elle essaie de s'ancrer dans les dernières colonies, mais ça ne va pas tenir en Kanaki. Ça ne va pas tenir ici. Alors, elle essaie de faire génocide par substitution, etc. La France est vouée à la débâcle. Même si ce n'est pas seulement par la lutte du peuple martiniquais, elle va s'effondrer. Et les expatriés qu'elle envoie ici, pourquoi elle va se sauver, là, ben, ils auront ça à dire, comme on dit chez nous. Ils ont ça pour dire. Parce qu'ils ne pourront plus bénéficier des forces de répression françaises comme elles le faisaient jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans notre imaginaire, on continue à glorifier la France un peu, mais elle va tomber. Les béquets, la caste béquée, on commence à voir que, bon, ça va finir, ça va finir. Mais on laisse notre pays et puis on voit le contexte international parce que ce que nous vivons dépend directement de la situation internationale. Qui sont les fauteurs de guerre? Qui sont les exploiteurs des minerais? Qui sont les défenseurs du racisme, du suprématisme? Les impérialistes occidentaux. Ils sont en train de perdre leur hégémonie et rien ne pourra empêcher cela. Nous avons suffisamment expliqué qu'en face, le bloc économique des BRICS, les résistances d'un continent africain, la montée en puissance de la Chine pour insister, vous ne pas pour insister dessus, bien ça, rend inéluctable la chute de la domination occidentale. Exactement comme l'Empire romain est tombé, l'Empire japonais est tombé, la domination nazie est tombée, l'Empire occidental, les puissances occidentales sont appelées à diminuer. C'est là que naît le danger de guerre, parce que
Mort comme ça. Guerre qu'ils vont perdre. Ou bien que toute l'humanité va perdre avec les bombes nucléaires. Faisons en sorte que ça n'arrive pas. Mais que de toute façon, ils vont perdre. Les arrivés. Et c'est là que c'est vrai que la bourgeoisie est arrivée à diaboliser le marxisme dans l'esprit des intellectuels et de certains révolutionnaires. Mais c'est là que la théorie marxiste explique cela très correctement, très bien, de façon indiscutable. L'humanité évolue. Les rapports économiques évoluent. Les rapports sociaux évoluent. Les idées changent pour s'adapter aux nouvelles réalités. Et à ce moment-là, les conditions objectives et les conditions subjectives, donc l'esprit et puis les rapports économiques, sociaux, etc., se réunissent pour dire que, Boug, vous ne pouvez pas arrêter là. On vous donnait un vêtement de taille S quand vous aviez 14 ans. Aujourd'hui, vous grandissez, imaginez que ce vêtement-là, il y a un moment où il se déchire, vous allez l'enlever. Il ne peut pas rester, qui voulait que vous parlez. Et ce que la théorie marxiste nous permet de comprendre, d'expliquer, c'est que les conditions d'aujourd'hui sont réunies pour qu'il y ait un changement de société. Les idées nouvelles font que les gens n'acceptent plus d'être diminués, écrasés, exploités. Quand ils voient que la présidente de l'Assemblée nationale française dispose de CRS pour donner à manger à ses poules avec l'argent des impôts, là, ça passe sur les réseaux sociaux. Et pourquoi venir prendre l'argent pour y traiter? Vous venez me dire de ne pas de sacrifier 2 jours fériés et puis vous envoyez de l'argent pour la guerre de l'OTAN. Les hôpitaux? Vous fermez les hôpitaux et puis vous venez me raconter, non, ça ne passe plus. Ce qui veut dire que le système n'est pas invincible, il est en train de couler. Il va couler plus vite si nous en prenons conscience, si nous nous organisons pour lutter contre lui. Mais de toute façon, il va couler. Ça va prendre plus de temps si nous restons bras croisés. Si nous disons, ah ouais, on ne pourra rien faire, etc. Mais de toute façon, le nouveau système va remplacer celui qui est mourant. Et d'autant plus que, comme ils sont paniqués et ils n'ont pas les moyens d'empêcher cette dynamique-là, ça les rend fous. Ça veut dire qu'ils font la fuite en avant. Quand Donald Trump déclare la guerre au monde entier, économiquement, 100% de taxes, 50% de taxes, si vous faites ceci, je vais faire cela. Mais c'est une fuite en avant qui enfonce son système, parce que tous les autres pays disent, mais c'est fou, et vont rejoindre les BRICS, se débarrasser du dollar. Or, c'est le dollar qui permettait la gestion de l'économie mondiale. Ils n'ont plus rien. Comme Donald Trump déclare sa guerre économique, c'est une balle qu'il se tire dans les 2 pieds, dans les 2 bras. Donc, ça c'est la réalité. Quand Donald Trump, dans sa folie, peut-être maîtrisée, envoie les gardes fédéraux à Washington, parce qu'il a peur que son camp de républicains MAGA perde le pouvoir, et là c'est fini pour les multinationales, donc il fascise sa société. Mais quand il envoie des troupes fédérales à Washington, il prévoit de le faire dans toutes les villes démocrates, ça veut dire qu'il déstructure la société états-unienne. Tout le vernis pseudo-démocratique s'effondre et les forces progressistes se radicalisent et se renforcent. Jamais on n'a vu, depuis la guerre du Vietnam, autant de mobilisation contre la politique internationale des États-Unis en ce qui concerne Gaza. Là maintenant, il y a une formule très intéressante qui est dite: la rue internationale a pris la place de la démocratie, de la diplomatie occidentale. C'est dans tous les pays du monde. Ils sont gangrenés de l'intérieur par des idées nouvelles
qui sont attisés par leur folie, si on veut dire. Mais on prend l'autre exemple de Gaza. Malgré tout ce qu'ils ont fait pour museler les moyens d'information, pour mentir, pour désinformer, etc., la terre entière voit que Netanyahou, c'est un abominable criminel dangereux qui aujourd'hui dit clairement je veux le grand Israël. Le peuple aussi israélien. Avec ces ministres qui disent ouais, il faut qu'on colonise la Cisjordanie, il faut qu'on annexe la Cisjordanie. Tout le monde voit ça. Tout le monde voit les enfants qui meurent par milliers parce que les voyous empêchent l'aide alimentaire d'entrer. Tout le monde voit que ces fous-là disent bon voilà, j'empêche à l'aide d'entrer, je mets un point pour venir prendre à manger, et puis quand les gens viennent prendre à manger, ils tirent dessus. Tout le monde voit ça. Y compris le peuple israélien. Aujourd'hui commence une grève où les gens disent arrêtez la guerre pour qu'on puisse libérer les otages. C'est-à-dire qu'il y a une population israélienne, on n'avait jamais vu ça, et les manœuvres qu'ils font chaque fois que Israël est reconnu pour ses crimes, on commence une campagne pour dire antisémitisme, on montre des films de l'Holocauste, etc. Tiens, alors écoutez, réfléchissons ensemble un peu. Au moment où Israël dit je vais bombarder Gaza, je chasse les Palestiniens, les derniers Palestiniens de leur pays, on va prendre la Cisjordanie, on balance toutes les résolutions internationales, tous les médias disent on a coupé un homme qui avait été fait parce qu'on avait torturé un juif. L'antisémitisme, ah oui, c'est criminel. Ne serait-ce pas le Mossad qui a coupé cet arbre-là pour avoir un moyen de propagande? C'est une hypothèse. Il n'y a pas un journaliste qui dit il faut qu'on fasse une enquête pour savoir si c'est un acte antisémite ou bien si c'est une provocation d'un colon d'Israélien. Il n'y a pas un journaliste à qui ça vient à l'idée. Non, là, les criminels, vous voyez, les juifs ont le droit de se défendre. Donc on donne une porte à sortie. Et puis, écoutez, la parole de l'armée. Quand Israël a pris une disposition pour dire qu'il va engager une offensive contre ce qu'il reste de Gaza. Dans les médias, on interroge pendant 5 minutes un ministre de l'armée, un commandant de l'armée israélienne. Oui, c'est parce que il y a des terroristes. Oui, mais c'est à cause des terroristes. Et puis on n'interroge pas en face aussi longtemps un Israélien juif qui est contre la guerre. L'armée, oui, c'est des terroristes. Oui, non, nous avons des preuves que je parle de cet incident, vous avez dû voir quand l'armée israélienne a tué volontairement un journaliste palestinien. Oui. Donc ils interdisent à la presse étrangère de venir, mais ils ne peuvent pas empêcher aux journalistes palestiniens qui sont sur place. On en a déjà tué 220. Et celui-là qui travaillait pour Al Jazeera, jeune bonhomme de la vingtaine, on l'assassine délibérément. Oui, nous l'avons tué parce que c'est un terroriste membre du Hamas. Et puis on donne 5 minutes à un militaire israélien, comme on dit, pour dire oui, on a la preuve que c'est terroriste. On a voilà une liste où son nom apparaît. C'est pire qu'Hitler. C'est pire qu'Hitler. C'est pire qu'Hitler. On montre une photo où il a interviewé des gens qui appartiennent au Hamas. Le journaliste ne dit pas, mais des criminels comme ça, ils sont capables de faire des montages photos et de présenter de faux documents. Et puis on interroge uniquement le bonhomme avec son veste militaire. Donc, je ne serai pas plus long, c'est pour dire que nous sommes dans une période où la fuite en avant des impérialistes, des terroristes israéliens, etc.,
est tel qu'il s'enfonce et qu'il prouve au monde entier que ce sont des gens à éliminer. Alors, je résume. Les systèmes de domination sont en train de s'effondrer. Les forces progressistes sont en train de se développer. Les peuples du monde réalisent le combat. Et donc maintenant, ce qui est déterminant, c'est l'engagement de chacun, de chaque peuple et de chacun et chacune en particulier. Pourquoi? Parce que de toute façon, ils vont perdre. Ils ne vont pas accepter de perdre, ils vont faire la guerre. Et peut-être utiliser l'arme nucléaire. Israël a 200 ogives nucléaires. Alors, si la pression internationale continue à s'affirmer, si chacun de nous portons notre grain de sel dans le combat, on pourra les neutraliser, c'est possible. Avant qu'il ne soit trop tard. Mais rejoignons l'idée sur le plastique. Là maintenant, chaque monde qui est en pays, est-ce que nous allons continuer à faire métier, nous, oublier la politique du déni que j'ai dénoncé, ou bien est-ce que nous comprenons que chaque petit geste que nous faisons contribue à la victoire de l'ensemble, que la victoire est possible. Et la réponse que nous allons donner à la question de déconstruction de départ, à savoir, est-il possible de vaincre le système de domination actuel? Sa puissance est-elle inéluctable, invincible? La réponse est claire. Ils peuvent être renvoyés dans les oubliettes de l'histoire à condition que nous accompagnions le mouvement qui les y amène et que chacun de nous joue son rôle de révolutionnaire. Arrêtez et puis les fariboles, arrêtez avec les rêves, avec les politiciens. La situation est trop grave. Et je finis en m'adressant à ceux qui se disent militants de la cause nationale. Réfléchissez à ce tableau-là que nous décrivons depuis plusieurs semaines. Allez-vous continuer à jouer dans la cour de l'adversaire ou bien allez-vous rejoindre votre peuple? Merci de votre attention.